Le roi de la clarinette. Radio Clarinette. Bonjour à tous, j'ai vraiment le plaisir de recevoir un clarinettiste que j'aime vraiment beaucoup, musicalement et humainement. Il nous vient tout droit de Sardaigne, mais il vit à Paris depuis un paquet d'années. Bonjour Matteo Pastorino. Bonjour Adrien. Et bienvenue dans Radio Clarinette. Merci. On va échanger un petit peu sur ta vie, ton œuvre et toutes ces choses-là, en français parce que tu le maîtrises parfaitement depuis longtemps. Je vais essayer. Tu as appris le français en arrivant à Paris, toi ? Oui. Quand je Tu es arrivé à Paris, tu parlais pas un mot. Oui, j'avais 19 ans et je parlais pas un mot, effectivement. Tu as pris des cours, J'ai pris quelques cours et puis... et après, voilà, ça va. J'ai dû apprendre avec grand plaisir parce que c'est une langue que j'aime bien. Tu parlais anglais déjà ? Oui, Donc j'ai ça, parlé un... ça va. Et puis pour un italien, disons que le latin de l'italien aide... C'est les très proche. structures. Vous allez découvrir en même temps que moi que Matteo est le clarinettiste qui a la plus belle voix de tous les clarinettistes que je connais. C'est incroyable. Il a la voix de la clarinette basse, et parce que c'est maintenant aussi sa spécialité, on va en parler. Matteo, tu viens d'où ? Alors je l'ai dit de Sardaigne, mais raconte un peu plus précisément d'où tu viens, parce que pour les gens qui ne connaissent pas la forme de la Sardaigne, où c'est, et comment tu as rencontré la musique et la clarinette. Je suis né en Sardaigne. La Sardaigne, c'est une île qui se trouve sous la Corse, disons, dans la Méditerranée, bien sûr. De parents napolitains, salernitains. Mais je suis né, j'ai grandi en Sardaigne. Et mon père est musicien. Lui est diplômé en contrebasse classique, mais toute sa vie, il chante de la musique napolitaine, la musique italienne, au piano, à la guitare. Et nous, on a pris la musique à la maison comme quelque chose de naturel, en fait. On chantait. Tu as commencé par chanter. On écoutait beaucoup de musique. Moi, Alors classique, chanson napolitaine, C'est ça. aussi le jazz. On a une pile de disques où il y avait du Gustav Mahler, du Debussy, puis il y avait Pino Daniele, Chanteur italien, pour ceux qui ne chanteur connaissent pas. italien, qui a mélangé le blues, la fusion avec la musique napolitaine. Puis j'avais les disques de Charlie Parker, les Pink Floyd, c'était vraiment la musique napolitaine. Le grand écart, formidable. Et c'était naturel, je disais naturel parce que j'ai appris d'abord à aimer la musique. Mon père il m'a fait essayer la guitare, la contrebasse, le piano, mais j'ai jamais accroché vraiment. Mais j'aimais la musique, mais il m'a jamais obligé à jouer. Je dis ok, tu fais ce que tu veux. Par contre, souffler dans quelque chose. Là, ça t'a plu tout de suite. Il y avait un ami de mon père qui venait d'été, jouait du saxophone, et moi, quand je voyais cet instrument, c'est pour moi voir vraiment le truc plus incroyable du monde. Ça te faisait rêver du coup, tout de suite. Tout de suite. J'avais 6-7 ans, et donc j'ai dit à mon père, papa, je joue du saxophone. Je dis ok, mais d'abord, que tu joues du saxophone, tu vas jouer à la clarinette. Bravo, merci papa. Là, il a bien fait. Et voilà, à l'ancienne, parce que le conservatoire, tout ça, commence par la clarinette et puis tu verras le saxophone. Puis j'étais petit, cette chose-là s'est un peu perdue. Et à 13 ans, Noël, un oncle éloigné avait une clarinette dans le placard parce qu'il avait joué. Et donc sur cette clarinette, je souffle dans la clarinette et c'était Noël. Je dis papa, s'il te plaît, offre-moi une clarinette pour Noël. Le lendemain, on est parti acheter une clarinette en plastique. Ouais. Et depuis, c'était vraiment le coup de cœur. Voilà, un amour fou. Je jouais 10 heures par jour tout seul. Je suis complètement autodidacte au début. Ah, pas de conservatoire à Olbia, pas d'école de musique, pas de banda. Non. Rien. Au début, c'était... mon père m'a donné un disque de Stan Getz, un disque de Benny Goodman. Et débrouille-toi. Voilà, et avec lui, avec la guitare, et c'était... Ça a été assez... bon, pour l'anecdote, je jette la canette, le lendemain, je vais faire du ski, du snowboard, je me casse un doigt. Et donc, j'avais cette canette pendant un mois. On fait du ski en Sardaigne ? Non, c'était... merci. C'était dans les Abrousses. Okay. Donc j'avais cette clarinette pendant un mois avec un bandage là, et donc je disais, et je voulais la jouer, je pouvais pas, donc j'ai joué avec juste une main pendant un mois. Bref, je voulais vraiment jouer cet instrument, et puis bien sûr, après quelques années, j'ai pris des cours chez des particuliers, des clarinettistes classiques en particulier, et puis j'ai commencé les workshops de jazz en Sardaigne, et ça c'était... Voilà, le début de ma formation
la première rencontre pédagogique. C'est au bout de combien de temps? Alors si tu es autodidacte, à peu près au bout de... T'as fait combien d'années tout seul? Je pense que en clarinette, vraiment, techniquement, avec un prof de clarinette, j'ai dû faire au moins 6-7 ans. D'accord. Mais par contre, assez... mais je te raconte, moi j'avais vraiment un son, j'étais faux et tout, mais j'étais tellement, comment dire, sûr et avec motivé. Une passion motivée que les profs disaient, les musiciens disaient, attends, tu joues, mais comment t'as fait appris comme ça? Mais il y avait 1 million de problèmes. Ah bah oui. J'ai dû résoudre et encore je bosse pour... Tu dois encore résoudre des choses. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne termine jamais, bien sûr, mais ça m'a fait accrocher très fort à cet instrument. Comme quoi, après 20 ans, je suis jamais passé au saxophone. Tu en joues jamais du saxophone? Non, je Bravo. joue pas du saxophone. Non, avec j'adore. c'est de l'humour pour les copains saxophonistes, mais bien sûr, heureusement que tu es resté à la clarinette, heureusement pour nous que tu es resté à la clarinette, parce que c'est absolument génial. De toutes ces études en Sardaigne, mais en fait de tout ton travail plutôt seul en Sardaigne, qu'est-ce qui te donne l'idée de venir à Paris? Pourquoi tu te dis je vais à Paris? Alors, comme je disais, j'ai fréquenté les workshops de Neurojazz en Sardaigne, qui est un grand festival de jazz, pour ceux qui ne connaissent pas, créé par Paolo Fresu. C'est pas mal. Et Antonietta Chironi, que c'était une musicienne, une grande femme norese, qui a créé une école et puis ce séminaire avec Paolo Fresu. Qui existe toujours, en fait. Il y a 30 ans. Où tu vas jouer le 24 août prochain, pour ceux qui veulent passer par là-bas. Voilà, avec David Lynx et Guillaume de Chassis. C'est pas mal. On est très ravis de jouer ça en Sardaigne, ce projet en Sardaigne. Et je disais, ça a été les premières rencontres avec des profs de jazz, et c'était magnifique pour moi. J'ai vraiment trouvé tout ce trésor que je commençais à connaître tout seul, mais tout seul on peut rien faire, c'est qu'on rencontre des gens plus âgés que nous, des profs. Qui t'ont donné beaucoup de pistes, beaucoup d'idées, beaucoup de travail. Mais j'ai toujours bossé avec des saxophonistes. Il n'y a pas beaucoup de clarinettistes en fait, ça n'existe pas plus que ça. Et oui. Et puis bien sûr, à côté, j'ai commencé à prendre des cours de classique, des clarinettistes classiques qui m'ont... Pour la technique, la technique. Et Paris, voilà. Bien sûr, je disais le workshop parce que à Paris, dans le workshop, à un moment donné, j'ai gagné une bourse d'études pour faire un disque, et jouer dans certains festivals, et dans le même groupe, il y avait un guitariste qui habitait à Paris, on a beaucoup sympathisé, on est devenus amis, Bartolomeo Barenghi. Et il dit, je terminais mon lycée, mes parents, heureusement, m'ont soutenu, et j'ai dit, je vais essayer. Paris, pour le jazz et pour la musique, c'est une capitale mondiale. Et il y avait cet ami qui pouvait m'aider au début, et voilà, 19 ans, je suis parti vraiment avec 2 valises comme ça. Donc ça fait presque 15 ans que tu es là, 15 ans. Et ça se passe bien, pas de regrets. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu débarques à Paris? Qu'est-ce qu'on fait quand on connaît une personne? On fait quoi? On va à toutes les jams, les jams et tout. Dans une interview récente, j'ai discuté avec Thomas Savi, qui est encore un autre grand clarinettiste basse, et on parlait de la même chose. En fait, tu vas tous les soirs à une jam différente? Moi j'avais 19 ans. Et tu fais toujours ça, je sais que tu fais toujours ça au bout de 15 ans à Paris. Mais ça c'est très important pour la community, parce que nous on n'est pas tout seul, les musiciens, et on fait partie d'une communauté, et dans le jazz, les jam sessions sont vraiment la lymphe, comment dire, ça existe en français, comment dire, c'est le cœur de cette musique où les gens se rencontrent, échangent, ils apprennent, ils désapprennent aussi, parce que... C'est là que des projets se créent, on a une idée, on dit viens on fait un album, voilà, viens on fait ça, viens on va jouer ici. Et puis tu sais, l'important c'est gagner la confiance par les collègues. Bien sûr. Et donc voilà, ça amènera des choses à ta carrière, et voilà, ça crée un lien avec le territoire, c'est ça, ouais. avec les gens, et c'est important de... Puis bon, ça dépend de notre vie, parfois en moins de temps,
Et parfois on en a plus, donc on fait ce qu'on peut. Moi je suis pas non plus quelqu'un qui va tous les nuits dans les jams, je l'ai fait. Ouais, effectivement, Et au début, à tout le temps. 19 ans, je faisais que ça. Et puis j'ai pris mes distances, j'ai fait autre chose, parce que voilà, c'est intense aussi. Bien sûr. Une vie de nuit. C'est- Mais ça me fait toujours plaisir de faire ça, parce qu'il y a les copains. Et puis ça, parfois c'est tard, tu joues, en plus tu es content, tu as de nouvelles choses. Tu vois, et Paris, ça bouillonne de ça. Il y a beaucoup de musiciens de toutes sortes, de toutes nationalités. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Et au cours de ta vie parisienne, tu t'es quand même dit, tiens, si je crée un festival chez moi en Sardaigne. Comment elle est venue de cette idée et comment t'as fait? Comment on crée un festival? Waouh! À quelques pas de Nuoro, qui est déjà un festival important. Donc là, on est sur la côte est de la Sardaigne, à San Teodoro. San Teodoro, voilà. Comment elle vient l'idée? Je le conseille à personne. Je conseille à personne de créer un festival. Vraiment... Surtout, ne faites jamais ça. C'est... Moi, je viens de ce village. Ouais. J'ai grandi dans ce village, qui est un village sous la mer, incroyablement beau, avec des plages vraiment... C'est le paradis, quoi. Paradis, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment un gars du village, dans le sens que j'ai joué dans tous les bars, j'ai grandi j'ai beaucoup d'amis, j'ai adoré grandir là-bas, donc tout le monde me connaît, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai vraiment fait mon début de les concerts parce qu'avec mon père, on a beaucoup joué, et puis lui il a repris la contrebasse, donc j'ai avec mon petit frère et lui en trio dans les bars. Il fait aussi du jazz, ton père, Oui. il est contrebassiste classique, mais il faisait aussi du jazz. Il fait aussi, pardon. Et bref, donc avec ces concerts, il y a les connaissances, les amis. À un moment donné, il y a un adjoint maire qui est un ami qui me dit, Matteo, tu veux pas faire un festival de jazz à San Teodoro? Et toi, t'as dit, moi j'avais... Tu as regretté cette phrase? J'avais 26 ans. Et je dis, attends, ouais, vas-y, on fait un festival, mais comment on fait? Donc heureusement, des amis organisateurs en Sardaigne, plus grands, m'ont expliqué, ils m'ont guidé. Et puis pas, il y a 8 ans, on a fait un concert. C'est bien déjà pour commencer. Voilà, où j'ai joué en duo avec Antonello Salis, mon pianiste sarde, et avec un autre groupe d'amis sardes et de jeux. Puis petit à petit, tu apprends. Et tu apprends, et petit à petit, il y a des gens autour. Là, on est une équipe de musiciens, des jeunes musiciens, des potes et des amis qui... on attend que ça, pendant l'année, que le festival arrive. Donc maintenant, c'est combien de concerts? Combien de jours? Là, c'est 13 concerts, 5 jours. Au bout de 8 ans. 8 ans. Bravo. Mais quand même. On laisse toujours un petit truc. Nous, on a une mairie qui nous aide beaucoup. On grandit petit à petit. On n'a pas des subventions de la région, de la communauté européenne. Bref, on est modeste encore, modeste, avec une programmation de qualité et de belles choses qui se passent. Voilà, heureusement, moi j'ai beaucoup de connaissances avec ma vie et tout, donc il y a des amis qui viennent, ils font un concert, ils restent un peu, il y a toujours les jam sessions tous les soirs, Bien toutes sûr. les nuits. C'est une belle ambiance, quoi. Tout le monde nous dit c'est cool parce qu'il y a une équipe on est tous jeunes et passionnés. Et donc voilà. Donc tu conseilles de ne pas le faire, mais tu regrettes pas du tout de l'avoir fait. Voilà. Par contre, c'est du boulot. Ah oui. C'est beaucoup de boulot. J'imagine. Et c'est beaucoup de patience, de boulot, de stress aussi. Parce que pour pas beaucoup d'argent. C'est l'amour de la musique. Voilà. C'est clair. Puis, tu sais, c'est un travail. Moi, je souhaite que ça devienne... Moi, je veux créer de l'emploi. Dans le sens qu'il y a des gens qui travaillent pour le festival et un jour, que ça crée vraiment économiquement quelque chose de soutenable. C'est normal, mais... Ça peut pas se faire en un an. Voilà. Tu as raison. Il faut du temps. Et c'est pas Amazon qui on clique et on non, soit. Ça marche pas. Et c'est ça qui est beau. C'est 10 ans, 20 ans, mais voilà, doucement. L'important que ça reste, ça grandisse en qualité. Et en dehors de ce festival, quelle est ton actualité musicale? Quels sont les projets en ce moment que tu mènes en soliste, en sideman, juste une fois ou alors sur le long terme? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de certains projets en ce moment? Disons que avant le Covid, voilà, là on a un avant après Covid, dans le sens que j'ai fait 2 disques à moi en tant que leader. J'étais plus jeune, c'était
Le premier en 2013, deuxième 2017, 2014. Bref, j'ai mené mes projets. Et puis, en fait, j'ai pas mal joué avec ces projets-là. Puis le Covid est arrivé et j'ai plus envoyé un mail. Plus rien. Fini. Dans le sens que j'ai commencé à jouer beaucoup la musique des autres en tant que sandman. Le fait de commencer à jouer beaucoup de clarinette basse et essayer de me spécialiser là-dedans, ça m'a aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour ça. C'est un instrument magnifique et pas assez présent dans le jazz. Je veux dire, tant mieux que tu fasses partie de ces gens comme Thomas, on parlait de Thomas Savy, mais c'est formidable d'avoir des représentants comme ça, quoi. Et donc, dernièrement, effectivement, je joue beaucoup de musiques différentes, avec des projets différents en tant que sideman, et ça me fait beaucoup de bien parce que j'apprends beaucoup. Aussi, j'aime bien être soliste. Dans le sens, j'ai beaucoup aimé mener des projets devant, mais voilà, être plus tranquille. Est-ce que c'est plus tranquille? Pas vraiment aussi. C'est quand même plus tranquille. Tu joues là, tu gères pas un groupe, c'est ça. Parce que aussi tu essaies de, tu contribues à que de la musique et tu joues sur la meilleure possible en tant que sideman à côté, pas forcément. Puis nous, en étant clarinettiste, tu te retrouves même dans des projets à être le soliste, bien sûr. Mais il y a quand même moins de, comment dire, tu te mets un peu essayer d'être plus éminence grise de la situation, d'être derrière, mais faire sortir quand même la plus belle chose possible, mais pas forcément. Et ça m'a permis avec les années, j'étais appelé par des ensembles de musique ancienne. Là, je vais jouer je joue beaucoup avec l'ensemble de La Tempête de Simon-Pierre Bestion. On va faire un spectacle de théâtre sur le Stabat Mater de Scarlatti, qui va se jouer en octobre au Buffet du Nord, tout le mois d'octobre, et dans beaucoup de théâtres en France, opéra. Il y a l'ensemble Jupiter de Terence Dunford qui m'a appelé pour notre production l'année prochaine. Et à côté de ça, on a sorti un disque avec David Links et Guillaume de Chassis. Très beau. Je vais reprendre un projet à moi, je pense, pour la rentrée. C'était ma question. Parfait. Lequel? Lightside s'appelle. C'est un nouveau projet avec des musiciens italiens, avec Dario De Ida. C'est une star de la basse électrique mondiale. Domenico San et Armando Luongo. Lightside parce que c'est côté lumineux. J'ai écrit de la musique. Je veux me rattacher un peu à l'Italie. Je sais pas. Et le nom, il n'est pas italien du projet. Ouais, t'as raison. Comment ça se dit en italien? Il lato luminoso. Tu veux pas changer le nom du projet, Matteo? T'as raison. Ça, c'est parce que c'est ce jazz. Mais non, c'est très bien en anglais, c'est une blague, c'est super. Et ce projet avait été commandé par Paolo Fresu pour le Time in Jazz, pour le festival de Paolo Fresu en 2021. D'accord, donc ça a déjà été joué avec cette équipe, vous avez déjà travaillé là-dessus? On a travaillé, puis j'ai laissé ça en stand-by parce que franchement, je prends les choses très calmement dernièrement. Je joue beaucoup avec différentes choses. Et je dis, mon projet, je vais attendre. Je vais vraiment me sentir un peu mûr. Je sais pas. Et là, j'ai fait une petite tournée avec ce projet il y a un mois. Et je me suis dit, allez, peut-être à la rentrée, d'enregistrer quelque chose. Est-ce que tu parles d'être plus calme, plus posé? Est-ce que ça a un quelconque rapport avec la paternité? Est-ce que tu sens un changement en tant que musicien? Tu es jeune papa. Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie de musicien? Ça change forcément quelque chose dans ta vie tout court. Mais comment tu le sens, toi, dans ta musique? Comment tu joues? Comment tu travailles? Comment tu t'organises? La paternité, c'est quelque chose on peut imaginer, on peut stresser avant, mais on peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est incroyable. Puis tout le monde est différent, tout le monde a des expériences différentes, bien sûr, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir. C'est quelque chose de tellement intense et fort, cette nouvelle façon de concevoir, de recevoir, de donner l'amour. Pour un enfant, c'est une fille, qui est en fait, ça te fait relativiser beaucoup de choses à côté. En fait, voilà. Je disais tranquille parce qu'il y a, franchement, les priorités basculent. Voilà. Parfois on stresse pour des choses que finalement c'est pas si grave. C'est pas assez grave. Puis bien sûr, c'est important de l'adrénaline. C'est ça, c'est que en fait, quand on parle d'adrénaline, c'est pas bien, dans le sens ça nous stresse.
c'est bien aussi avoir des hormones qui nous relaxent, la dopamine et C'est tout, ça. dans le sens que, voilà, en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et bien sûr, tu as moins de temps. Donc, il faut être plus efficace et tu vas savourer toutes les choses encore plus. Quand le matin, tu laisses ta fille à la crèche pour aller faire une répète à Perpète-les-Oies à 9h30, et tu dis, en fait, yes, quelle chance que j'ai, moi, de faire ça. Moi, je ne suis pas en train de m'ennuyer quelque part pour mon boulot. En fait, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais une nouvelle musique, et voilà, et c'est une chance. Et en laissant, voilà, et tu ne vois pas ta fille, dans le sens de, mais tu fais quand même un truc qui est incroyable. Maintenant, essayer de donner encore plus d'amour à ce qu'on fait, parce que parfois on se dit, ah, c'est chiant, parce que je dois faire ça. En fait, on fait un truc incroyable. On fait quand même un très très beau métier. Ça, c'est qui est difficile. T'en avais moins conscience avant, t'en avais quand même déjà conscience. C'était déjà ta manière d'être. Mais bien sûr, mais ça j'ajoute une couche. Ça te dit encore, en fait, c'est t'as moins de temps de ta vie et t'as aussi, comment dire, t'as un être qui est 100% dépendant de toi, ah oui. Parce qu'un être humain, un bébé, et donc toi, tu enlèves du temps à lui, mais c'est normal parce qu'on a une vie. Lui aussi, il va être émancipé par ton émancipation. On ne doit pas rester 10 ans sous ton enfant. Non. Mais le fait de dire, je fais ça, tu dis, je suis en fait heureux de faire la musique. Ouais. À côté d'avoir un enfant, comment dire, tu comprends ce que je veux dire. Vous comprenez. On comprend très bien, c'est très bien dit en tout cas. Ouais. Merci Mathéo. Il y a d'autres projets secrets qu'on a le droit de savoir? Tu as des projets seuls bientôt en plus de ça? Ou par exemple ce projet dont tu nous parles, il y a un projet d'album, il y a des choses, tu sais pas encore? Je sais pas, je vais peut-être enregistrer ça en novembre. Ok. Ah oui, c'est bientôt alors. Oui, à l'italienne quoi. Ouais, peut-être en novembre, c'est quand même... d'accord, peut-être en novembre. Enregistrer en Italie, travailler en Italie? Faire quelques dates en Italie, et on est en train d'organiser quelques petites dates en Italie et enregistrer. Et tu parles d'un rapport avec l'Italie, c'est seulement parce que c'est des musiciens italiens ou il y a une influence de la musique italienne? En fait, c'est quoi le rapport? Non, il n'y a pas une directe... il y a une influence, comment dire, dans la direction. J'ai fait 2 disques, je disais, un premier s'intitule V, comme Vittorio, mon frère, qui est disparu il y a 2 ans. Et qui m'a beaucoup inspiré ce disque. Donc forcément, c'est un disque mélancolique, c'est intense. Toute ma vie a été influencée par ça. Suite for Modigliani. Il est un peu mélancolique aussi, hein. Voilà, parce que c'est Modigliani, c'est... Métaphoriquement, j'ai voulu mettre de la musique sur un artiste que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, et qui a eu une vie quand même aussi mélancolique, intense. Mais il y avait aussi... un peu mon frère encore, je sais pas, et c'est un disque qui est, c'est des disques très personnels. Personnels et je dirais pas sombre parce que c'est... Ouais, mais... Non, mélancolique c'est mieux que sombre, voilà. Ça s'entend. Light side, j'ai dit light side. On change. On change. Je veux du majeur. Je veux que ça explose, je veux que voilà, ça pète. Et c'était par une commande en été en Italie, ouais. Et donc faire ça un peu lumière, je veux un peu trouver un peu plus de lumière là, sortir du tunnel quoi. C'est beau, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder que j'ai pas posé comme question, quelque chose que tu as envie de raconter, un point qui est dans ta vie que tu veux raconter? Sinon moi j'ai une dernière question, hein, mais est-ce que toi il y a un truc Voilà, on est chez Selmer, je peux parler de ça. Ah bah si tu veux. Si tu veux. Que pour moi c'était incroyable, jeune musicien, puis en Italie, en Sardaigne, tu vois, Selmer comme c'était une marque, un emblème. C'est comme je sais pas, Ferrari. Et moi, à 20 ans, j'avais l'âge 20 ans. En 2012, c'était. 2012, voilà. Et... Tu avais 23 ans, je 23 crois. Ans. Je crois. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si je calcule bien, tu avais 23 ans en 2012. J'ai rencontré Monsieur Patrick Selmer dans un concours où j'ai gagné un concours de Saint-Germain-des-Prés, j'ai gagné un prix, Solis Selmer.
Et pour moi, c'était un truc de rêve, quoi. Dans le sens, ça existe. Et puis, je suis entré dans la maison. Et comment dire, c'était quelque chose de très important pour moi. Et qui m'a beaucoup donné aussi de confiance, quoi. Depuis, tu es ambassadeur pour Selmer. Et Selmer te soutient dans tes projets, que ce soit d'albums, récemment dans ton festival, donc c'est plutôt très chouette. Je suis très reconnaissant et très ravi de faire partie de cette famille. C'est un plaisir en tout cas. Avoir M. Patrick Selmer qui me donne un prix et une clarinette, voilà, pour moi ça n'a pas de prix. On s'en rappelle toute sa vie, c'est beau, ouais. C'est très chouette. J'aime bien terminer mes interviews par une question qui est toujours la même. Quel conseil tu donnerais à la jeune génération, aux enfants, aux adolescents qui n'ont pas encore commencé la musique, ou alors qui ont commencé la musique et qui peut-être réfléchissent à en faire leur métier? Il y a 2 options dans ma question. Quel conseil tu donnerais à ces gens-là pour se lancer? Ou pas se lancer, hein, comme tu disais, surtout faites pas de festival, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes par rapport à la musique? De manière générale, hein, on n'est pas que sur la clarinette. Moi, j'ai jamais cru que le talent existe. En fait, le talent, c'est la curiosité. Franchement, c'est une belle phrase. Quelqu'un qui a du talent, elle a la curiosité d'aller découvrir vraiment les choses dans le détail. Allez vraiment, ne contentez pas de regarder ça, ou d'écouter, ou de relever, de jouer quelque chose vraiment que je dis à mes élèves. À peu près, non, allez dans le détail, vraiment dans la virgule parfaite, et soyez curieux de découvrir les choses. On parle de musique, mais de la vie, de l'art. En fait, tout ça nous a enrichis dans notre démarche d'artiste et d'être humain, d'aller rencontrer les gens, de parler aux gens, d'aller chercher cet amour autour de nous. Et quoi d'autre? Mais c'est déjà beaucoup. Soyez passionnés, heureux, parce que c'est vraiment, ça peut être une vie incroyable. On contribue à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Voilà, donc on peut juste flotter dans cet amour et être heureux. Merci Matteo. On va se quitter sur un petit extrait de la suite For Modigliani, si tu veux bien. On va mettre ça à écouter pour les gens, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent pour le redécouvrir. Grazie mille Matteo. Grazie a te, bello. C'est un grand plaisir. Ciao. Ciao. For Modigliani, c'est un hommage à l'amour qui m'appartient depuis mon enfance. C'est le peintre Amedeo Modigliani.
Maudit se concentre obstinément, jalousement, passionnément sur la figure humaine. Ses portraits ne sont pas le reflet de son observation extérieure, mais bien de sa vision intérieure. Les iris des yeux de ces modèles, petit à petit, disparaissent, se tournent dans l'intérieur, à la recherche de ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, à la recherche de l'âme.